article sur l'AVC, qui est un article de Santé Blog, le blog des professionnels de santé, heu, qui parle plus particulièrement, pas davantage, à l'ajout d'un anticoagulant. On va détailler. Enfin, ils vont expliquer un petit peu derrière. Un anticoagulant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est votre sang, quand vous faites une coupure, il va coaguler. Donc les plaquettes de votre sang vont venir faire un espèce de petit mur pour essayer de couper, enfin d'arrêter l'écoulement du sang. Donc voilà, ça va venir faire, bah, on le voit, après ça fait une petite croûte, etc. Et ça peut aussi se passer à l'intérieur de votre corps. Ce fluide contenait donc des cellules humaines, de préférence prélevées sur le patient, baignant dans une sorte de solvant. Au niveau de la tête d'impression de la machine, ils opèrent une polymérisation, disent-ils. Donc, c'est une façon d'assembler leurs membranes phospholipidiques en les orientant correctement. Je pense que tu as beaucoup mieux compris que moi la base du principe. Après, j'avoue que même si là, il parle de cellules humaines, je ne sais pas quelles étaient les cellules exactement, si c'était déjà des cellules humaines ou d'autres types de cellules. Si c'était des cellules humaines, des cellules de quoi exactement? Enfin, de quel, parce que bon, il y a beaucoup de types de cellules. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a par exemple, il y a des types de cellules avec lesquelles ils arrivent entre guillemets «à faire ça» et d'autres avec lesquelles ils n'arrivent pas? Ça manque un peu de détails pour rentrer dedans. Puis je pense que techniquement, enfin, tu as l'air beaucoup plus au fait du principe technique derrière. Donc voilà, on peut se poser plein de questions. Après, si jamais Philémon, tu as des informations, un article, Philémon ou quelqu'un d'autre, hein, sur cette technologie, n'hésitez pas à le mettre dans le Discord, hein. À vérifier, mais c'est ce que je comprends. Mais je sais pas, bah, comment tu as compris comment tu as réussi à comprendre à partir de cette vidéo? J'avoue que ouais, je suis passée, à côté de ça. Moi, j'ai compris les bulles, on fait des petites vibrations, ça fait bouger le fluide et ça solidifie, enfin bref. J'ai compris qu'ils arrivaient à faire des trucs et que c'était cool. Voilà, j'ai compris que c'était, un peu plus compliqué et voilà, je me suis pas, forcément attardée sur les détails, et technique et même, purement, enfin physiologique, c'est de la recherche quand même tout ça, tous ces trucs-là, donc hésite pas, hein, s'il y a des choses, si vous avez des infos, hésitez pas à partager, hein. Donc les anticoagulants vont éviter aux plaquettes de se regrouper, puisque c'est ce qui peut arriver même à l'intérieur, enfin sans qu'il y ait forcément de plaies ouvertes, on va dire. Je découvre, mais je ne vois pas trop comment faire des organes autrement. Bah, c'est possible. Après, moi, j'ai eu un bug. Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est, je vais revenir là. Moi, ce qui me perturbe un peu, enfin, ce qui me perturbe, ça me perturbe pas, mais c'est vraiment quand on connaît les organoïdes et qu'on voit ça, je le prends avec un peu plus de recul. Je pense si je l'avais vu comme ça, sans connaître les organoïdes, je me serais dit: «Waouh, c'est super, c'est génial» et c'est aussi ce que je me suis dit quand même, hein, mais je sais que la marche pour arriver, vraiment à un organe et au fonctionnement complexe, de l'organe, voilà, comme je disais avec cette variété de types de cellules, on en est encore loin. Mais pour d'autres choses, on n'en est pas si loin que ça. Je suis pas sûre que ce soit un solvant, je pencherais plus pour le contraire, pour contrôler où va un fluide et le séparer de l'autre. Ah oui, non, c'est un hélico que j'entends. Oh désolée, je crois qu'on me recherche. Là, il y a un hélico dehors, mais bon, en même temps, il y a bref, ouais, il y a un hôpital, je vais pas dire qu'il est pas loin parce qu'il est quand même pas à côté de chez moi, mais il y a régulièrement des hélicos, qui passent. On va un fluide et le séparer de l'eau. Ouais, c'est possible. J'avoue que là, ça dépasse, encore une fois, ça dépasse mes compétences, mais ça vaudrait la peine de creuser, hein.
J'écris une sorte de solvant, peut-être le terme excipient convient mieux. Voilà, vous allez, c'est là que c'est bien d'avoir un chat, de gros cerveau parce que quand il y a des trucs, que je capte pas, puis là, sur les trucs technologiques, là, j'étais sûre que que ça allumerait l'étincelle. Hem, D'ailleurs, c'est pareil sur la technologie. On fera, à un moment donné, je vous en avais parlé, je l'ai toujours pas fait sur les différentes technologies là, notamment dans tout ce qui est exosquelette et cetera. Enfin bon, il y a des choses, il y a des choses sympas. Il y a des choses sympas. Donc, anticoagulant pour empêcher de coaguler. Est-ce que, ça a un avantage, quand on l'ajoute au traitement d'un AVC? Alors, là, vous allez rien voir. Hop, tac. Là, ça doit être mieux déjà. Hem, Sérum physiologique, quoi. Ouais, je sais pas trop, bah, ils disent bien que c'est un truc stérile et cetera et puis ça doit être un bain dans lequel baignent les cellules, mais effectivement, quel type, qu'est-ce qui dans quoi elles baignent, là, ouais, ça dépasse largement mon cadre de compétences. Alors, on va parler d'AVC. Je reprécise, je ne suis pas médecin, je suis paramédicale, voilà. Si jamais vous avez des questions, posez-les. Voilà, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, j'y répondrai. S'il faut, on ira rechercher l'information. Donc voilà. L'ajout de médicaments anticoagulants aux soins standards de l'accident vasculaire cérébral est inefficace, conclut cet essai clinique mené par une équipe de pharmacologues, d'urgentistes et de neurologues de la Washington University School of Medicine, avec zéro accent là. L'utilisation d'anticoagulants censés être prometteurs ne permet pas en effet d'améliorer les résultats des patients, conclut cet essai publié dans le New England Journal of Medicine. Les survivants à l'AVC sont susceptibles de développer de nouveaux blocages par caillots pendant leur période de récupération. Il s'agit donc d'éviter la formation de nouveaux caillots et jusque-là, une solution était envisagée, l'ajout de médicaments anticoagulants aux médicaments qui dissolvent les caillots. Alors c'est là où du coup, euh, on va rentrer un peu, je vais finir juste cette fin de jusque là, et après j'irai un peu plus dans le détail du coup sur ce que c'est l'AVC, parce que là il parle déjà de caillots, mais du coup voilà, il faudra en savoir un petit peu plus. Les auteurs principaux, deux médecins urgentistes, le docteur Opoolu, ils ne mettent pas là, Adeoy, ok, et le docteur Peter Panagos, se déclarent un peu déçus par les résultats. Ils ajoutent cependant, mais il est important pour optimiser les soins de nos patients d'avoir pu répondre clairement à cette question. Effectivement, même si voilà, la solution, des fois, elle paraît belle, et que peut-être que je ne sais pas si c'était ce qui était déjà le cas dans les prises en charge des patients. Peut-être qu'ils vont mettre en place ce traitement, genre des médicaments pour éviter les caillots et en plus des anticoagulants, parce qu'on se dit que logiquement, ça va être bien. Bah, c'est bien, même si ça paraît beau sur le papier, de quand même valider par une étude que c'est beau au final. Donc, même si ça semblait une bonne idée, bah, au moins maintenant ils sont fixés et ils vont pouvoir passer à autre chose et réfléchir à d'autres solutions. Bon, là on a vu que, tiens, je vais remettre maintenant qu'on a fini les vidéos. Voilà, on va remettre un peu de musique. Euh, ce serait maintenant qu'on a parlé de caillots, un peu de l'AVC, d'anticoagulants, du coup, ça serait bien de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est un AVC. Bon, après, il y a une fin d'article. Je regarde juste s'il y a beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup. Bon, on va finir l'article et ensuite on ira dans le détail du coup. Pas besoin d'anticoagulants en plus du traitement standard. L'essai clinique
MOST, ouais, rien que ça. Multi-arm optimization of stroke thrombolysis. Désolée, je dois lurk à peluche. Pas de souci, Philémon. À plus, bonne soirée. Ou des petits phibatides à vos souhaits qui empêchent les plaquettes sanguines de se coller les unes aux autres au traitement de thrombolyse intraveineuse de routine. Donc les plaquettes que je vous disais, hein, qui sont en action quand vous vous coupez, bah, malheureusement, parfois, même dans le sang, dans la circulation sanguine, elles ont le petit bug. Et forcément, quand elles s'agglutinent les unes aux autres, bah, ça va créer un petit caillot. Et un caillot qui se balade dans la circulation sanguine. Alors, il y a des endroits où il y a un petit peu de diamètre, ça peut pas poser de problème, mais il y a des endroits où, notamment au niveau des capillaires et même dans certains autres vaisseaux, où là, clairement, ça va pas passer, ça va le boucher. Thrombolyse, on expliquera ce que c'est, enfin, je reviendrai normalement sur tout ce qui est thrombus, thrombose, et donc thrombolyse, voilà, il y a le rapprochement thrombolyse, lyse, c'est quand on va détruire, donc là, ce serait destruction d'un thrombus. L'essai à clos au chapitre à cette utilisation potentielle du médicament. Sans effet négatif, nous ne saurions pas comment concevoir de nouveaux essais. Donc voilà, un résultat négatif n'est pas non plus une mauvaise chose en soi. Les médecins n'ont pas beaucoup d'options de traitement pour les patients victimes d'un AVC. Certains patients subissent une intervention visant à retirer le caillot, d'autres reçoivent une thrombolyse intraveineuse pour soulager le vaisseau sanguin affecté grâce à un médicament dissolvant le caillot administré dans la circulation sanguine. En fait, un thrombus, c'est un caillot aussi, on va dire ça comme ça. Donc en fait, on va venir détruire le caillot avec des médicaments ou pas. Un certain nombre de patients subissent les deux interventions. Même avec ces traitements, plus de la moitié des patients souffrent encore d'un handicap important 3 mois après leur AVC. Après avoir administré la thrombolyse, le caillot peut se reformer, ce qui contribue à l'aggravation ou à la persistance de l'AVC. C'est pourquoi la prévention de ces caillots par un traitement coagulant paraissait une idée prometteuse. Cet essai démontre que ce n'est pas le cas, mais il existe d'autres options à explorer pour chercher à améliorer les résultats des accidents vasculaires cérébraux, suggèrent les auteurs. Ok. Donc, ça, c'était un peu le prétexte pour parler des AVC, donc des accidents vasculaires cérébraux. Donc déjà dans cet article, on a déjà vu plusieurs choses, notamment que eux parlaient, en tout cas dans cet article, principalement et d'ailleurs uniquement parce que l'autre type n'est pas concerné, des AVC qui se forment à la suite d'un caillot qui vient bloquer du coup la circulation dans une partie du cerveau. Et comme voilà, quand une partie du corps, hein, quelle qu'elle soit, n'est pas oxygénée, eh ben, les tissus meurent, hein, ils ont besoin d'oxygène, d'énergie pour pouvoir vivre. Donc voilà. Et au niveau du cerveau, bah forcément, ça va avoir pas mal, ça peut avoir pas mal d'impact. Ça dépend de pas mal de paramètres, hein, la zone touchée, le temps pendant lequel il y a eu le caillot. Voilà, donc il y a pas mal de paramètres qui entrent en compte pour pouvoir déterminer la gravité. On va faire un tour tout simplement sur amélie.fr pour voir, comprendre l'accident vasculaire cérébral et l'accident ischémique transitoire. L'accident vasculaire cérébral est la perte brutale d'une fonction du cerveau. Il existe des AVC ischémiques et des AVC hémorragiques. Ischémiques, ce sont ceux dont a parlé l'article, c'est-à-dire avec des caillots.
Et d'ailleurs, quand vous aurez accident ischémique transitoire, c'est qu'il y a un petit caillot qui sera passé, qui se sera, enfin, où la tuyauterie se sera débouchée toute seule, en gros, quoi. C'est pour ça qu'on dit transitoire. Ça s'est bouché vite fait, il y a eu un petit truc, mais ça repartit tout de suite. Donc AVC ischémique, les petits caillots, AVC hémorragique, là, ça va être un vaisseau qui va fuir, d'un coup. Alors souvent, c'est parce que vous avez une hernie, hein, le vaisseau normalement, bah, c'est un tube, voilà, il y a pas de souci. Et parfois, vous avez notamment alors je vais dire dans un virage, mais là, il y a pas de virage du tout. Vous avez la paroi du vaisseau qui est un peu plus fragile à un endroit et ça fait une petite bosse parce que, je sais pas, ici, c'est plus élastique, c'est la paroi du vaisseau est plus fine et ça fait une hernie et au fur et à mesure, bah, en fait, ça peut créer une plus ou moins grosse hernie et ça, c'est un endroit de fragilité qui peut rompre à tout moment et les AVC hémorragiques sont beaucoup plus rares, mais voilà, et ça pour pareil, hein, l'AVC hémorragique, avoir une hernie au niveau d'un vaisseau dans le cerveau, on peut ne pas le savoir, on peut vivre avec, toute sa vie sans qu'il se passe quoi que ce soit. Enfin voilà, il y a une je sais pas s'il y a des des si on sait aujourd'hui à quoi ça peut être dû. Mais voilà, sachez que les AVC hémorragiques, c'est quand même pas les plus communs et au niveau symptômes, on verra tout à l'heure, ce qu'ils disent et je pense qu'ils mettent les 2, comme les 2 de toute façon ont le même impact, on va dire plus ou moins sur le cerveau, c'est-à-dire qu'il y a une zone du cerveau qui est plus irriguée, on va avoir des symptômes, similaires. Ils surviennent souvent chez les personnes présentant des facteurs de risque, comme l'AVC, l'accident ischémique transitoire, donc on appelle aussi AIT, est une urgence. Et oui, plus on réagit vite, moins il y aura une perte d'oxygénation du coup dans une partie du cerveau. Donc plus on pourra, enfin moins il y a de risques de dégâts, on va dire, irréversibles. C'est un peu comme une attaque cardiaque. Il y a un certain temps pendant lequel, on réanime et on est quasiment sûr qu'il y aura pas trop de dégâts au niveau du cerveau, hein, parce qu'en fait, quand le cœur est arrêté, le cerveau n'est plus oxygéné. Il faut du coup intervenir très, très vite pour pouvoir réoxygéner le cerveau et c'est vrai que si on intervient trop longtemps après l'arrêt, bah, en fait, le risque qu'il y ait des dégâts irréversibles du fait de la privation d'oxygène, voilà, c'est malheureusement des fois c'est ce qui peut se passer. Voilà, l'arrêt a été trop long et du coup, il y a des dégâts cérébraux liés à l à l'absence d'oxygène, au cerveau. Définition et cause. Est-ce que là, on va voir des choses? Parce qu'on va peut-être, je voudrais parler d'autres choses qui sont un peu inhérentes à ça. Communément appelée attaque cérébrale est une perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau. Allez, on va rapprocher ça. Hop. Il est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. C'est l'accident vasculaire cérébral ischémique, donc celui avec le petit bouchon. Avec le caillot, pardon. L'arrêt de la circulation du sang dans une artère ne permet plus un apport suffisant en oxygène et en éléments nutritifs. Cela entraîne la mort des cellules cérébrales au niveau de la zone du cerveau touchée. C'est un infarctus cérébral. Comme le cœur, hein, quand il est plus lui-même oxygéné, hein, bah, le muscle, hein, parce que c'est le muscle cardiaque, s'il n'est pas oxygéné par les petits vaisseaux, coronaires qui sont autour, et ben, vous avez un infarctus du myocarde. Du coup, pour les AVC, les effets du massage cardiaque sont réduits de ouf. Il y a aucun intérêt à faire sur un AVC, il y a aucun intérêt à faire un massage cardiaque. Parce qu'en plus, l'AVC, ton cœur, il s'arrête pas de battre. L'AVC, tu vas plutôt avoir vu que ça va toucher une région de ton cerveau qui sera plus oxygénée, qui sera plus alimentée, et ben, selon la zone de ton cerveau, enfin du cerveau qui est touché,
tu vas plutôt avoir des troubles au niveau, moteur, sensitif, potentiel. Donc en fait, il y a pas du tout, d'arrêt comment du cœur. Après, peut-être y avoir des AVC fulgurants selon l'endroit qui est touché. Encore une fois, je j'ai pas les détails, mais en général, on n'aura vraiment que des symptômes, heu, moteurs et sensitifs. J'aurais dû dire en cas de caillot. Bah, enfin, en cas de caillot ou même hémorragique, hein, même hémorragique, et puis hémorragique, faudra enfin, je pense qu'il faudra même enfin, de toute façon, la personne, alors elle sera consciente, mais peut-être plus capable de parler aussi. Encore une fois, en fonction de la zone qui est touchée, il y aura peut-être des troubles de l'élocution. Enfin, voilà, il y a d'autres choses, mais on va voir les symptômes après. Oui, il est conscient, et il est pas forcément inconscient. La personne n'est pas forcément inconsciente. Dans un AVC, est-ce qu'on n'irait pas voir du coup, vu les questions, je pense qu'il faudrait peut-être voir les symptômes tout de suite. Symptômes, diagnostic et évolution, c'était peut-être celui-là. Alors attendez, je vais regarder, je vais pas spoiler tout. Hop, ouais, ça devait être celui-là. Hop, je pense que je l'avais mis dans la logique, les symptômes derrière. Hem on va regarder directement les symptômes, peut-être que ça va être plus parlant, pour entre guillemets se représenter, la chose. Donc on sait que ça touche le cerveau, qu'il y a une partie du cerveau qui va pas être oxygénée. Voilà, ça à bien avoir en tête, que ce soit hémorragique ou avec un caillot, hein, c'est le même principe. Il est capable de reconnaître les premiers signes d'un AVC vasculaire cérébral ou d'un accident ischémique transitoire, hein. On rappelle, c'est le caillot qui vient boucher et qui va repartir de lui-même, mais on va avoir vu qu'il y a quand même une zone qui, pendant un temps, va être en hypoxie, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être assez alimentée en oxygène. Bah, ça va créer les mêmes troubles que pour un AVC. C'est juste que ça va, ça va repartir de soi-même, entre guillemets, mais si vous détectez les mêmes symptômes, si vous avez les symptômes, même si vous voyez quelqu'un qui se remet de lui-même après, c'est une urgence. C'est une urgence. Dans tous les cas, ça veut dire que, même un AIT, ça veut dire que c'est un prémisse de quelque chose. Il y a un caillot qui se balade, hein, on se rappelle. En effet, un diagnostic précoce et une prise en charge rapide permettent de réduire la mortalité de 30% et limitent la gravité des séquelles. Encore une fois, plus vite c'est pris en charge, plus vite on ramène l'oxygène au cerveau et plus on a une chance de limiter les séquelles. C'est vraiment le temps pendant lequel, la durée pendant laquelle le cerveau sera non oxygéné qui va avoir faire la différence, en plus aussi de la zone, hein. La zone, clairement, on le verra tout à l'heure, c'est aussi, voilà, là, c'est la loterie. Alors, les symptômes AVC et AIT. Une urgence absolue. Reconnaître les premiers signes d'AVC, réagir immédiatement en appelant le 15 ou le 112. Voilà. Permet d'améliorer considérablement la prise en charge et le suivi, rétablissement. Un traitement efficace doit être mis en route le plus rapidement possible. Vraiment, encore une fois, hein, c'est la vitesse, c'est une urgence vitale. On appelle, OK. Le 112, il est valable, c'est un numéro européen. Donc, même si vous êtes à l'étranger en Europe, dans la zone européenne, faites le 112. Depuis un téléphone suisse, si un des signes suivants survient de façon brutale, une perte de force ou un engourdissement d'un membre supérieur, impossibilité de lever le bras. Alors, ce sera en général un seul côté qui sera touché, puisque le cerveau est plus ou moins divisé en deux, hein, même si tout ça, ça fonctionne de concert. On n'a pas un cerveau droit et un cerveau gauche. Non, on a un seul cerveau. Mais effectivement, les deux hémisphères, l'hémisphère gauche va contrôler la partie droite du cerveau, l'hémisphère droit va contrôler la partie gauche. Donc, si l'atteinte va généralement se faire d'un côté, enfin sur un des hémisphères, enfin vous n'allez pas, c'est quand même rare d'avoir malheureusement, enfin il ne faudrait pas de bol, mais jamais dire jamais, un AVC entre guillemets de chaque côté.
Je ne sais pas si vous visualisez, enfin, en gros, qu'il y ait un caillot de chaque côté qui va boucher. Non, ça se fait généralement d'un côté. C'est pour ça qu'il y a un côté du corps qui est touché. Donc, si vous demandez à la personne de lever le bras, elle peut ne pas réussir à le faire. Un engourdissement ou une faiblesse d'une jambe, parce que oui, ça peut être aussi les jambes. Toujours, encore une fois, selon la zone qui est touchée, on ne sait pas les symptômes exacts qu'on va avoir. Un engourdissement du visage, une impossibilité de sourire, demandez à la personne d'essayer de sourire. Si vous voyez qu'en fait, elle fait un sourire un peu grimaçant, c'est que, enfin, qu'il y a un côté voilà, ça donne plutôt une grimace. C'est pareil, c'est pas bon. Et encore une fois, ce sera que d'un côté, soit à droite, soit à gauche. Une déformation ou une paralysie du visage, par exemple, la lèvre est tombante d'un côté. Donc là, il y a même plus de mobilité, c'est vraiment, comme il y a pas de muscle, bah, ça va, plus bouger du tout. Un trouble de la parole, difficulté à parler ou à répéter une phrase. Vous demandez à la personne, de répéter, je sais pas: «J'ai un joli bonnet j'ai un joli bonnet rouge». Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Est-ce que c'est parce que c'est bientôt Noël? J'en ai pas la moindre idée. Pourtant je suis pas une folle de Noël, mais bon. «J'ai un joli bonnet rouge». Et bah, peut-être que la personne, elle va, soit pas réussir à parler, elle va essayer mais ça sortira pas, soit elle va peut-être répéter, la phrase mais en utilisant des mots, genre elle vous dira, chaise, est, enfin elle va complètement mélanger les mots et du coup elle va pas forcément se rendre compte que les mots ne sont pas les bons, mais vous oui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit alerter. Difficulté à comprendre son interlocuteur. Une perte soudaine de l'équilibre, instabilité en marchant, comme en cas d'ivresse. Parce que bon, il y a pareil, il y a des parties dans le cerveau, si elles sont touchées, vu que ça contrôle justement tout ce qui est rétro-contrôle du mouvement, on va dire, bah, ça peut créer voilà, une espèce de marche chancelante, comme si la personne, une marche ébrieuse, on appelle ça, voilà. Quelqu'un qui marche comme s'il était en état d'ébriété. Un mal de tête intense, brutal et inhabituel. Voilà, ça aussi, ça aussi, c'est une alerte plus plus. Un problème de vision, même temporaire, perte de vue d'un œil ou vision trouble, on se pose la question. Alors bien sûr, pas enfin, c'est sûr qu'à 4 grammes, des fois, on a la vision trouble, mais là, voilà, dans un contexte normal, il n'y a pas de raison qu'il y ait, voilà, un problème au niveau de la vision. Normalement, que d'un côté, toujours, hein. La vision double, c'est parce que bah, justement, l'œil qui va être touché, enfin le muscle de l'œil qui va être touché, bah, va plus réussir à gérer la vision et du coup, bah, l'image va pas les deux yeux s'alignent pour faire le point. Mais si vous avez un des yeux dont les muscles n'agissent plus, ça va troubler complètement ça et du coup, ça peut créer une vision double. Tout. Alors après, c'est si l'un des signes suivants survient de façon brutale. J'insigne sur si l'un, c'est-à-dire que là, on a fait toute une liste. Perte de force, engourdissement, déformation, paralysie du visage, trouble de la parole, difficulté de comprendre, perte soudaine de l'équilibre, maux de tête, problème de vision. Il suffit d'un seul de ces signes, puisqu'encore une fois, selon la zone touchée, vous n'aurez pas les mêmes symptômes. Par exemple, théoriquement, s'il y a une atteinte du membre supérieur, il n'y aura peut-être pas forcément d'atteinte des membres inférieurs. Voilà, selon, c'est vraiment fonction de la zone. Et on ira regarder un petit peu les différentes zones du cerveau comme ça, pour essayer de se représenter un peu les choses. Agir vite en cas d'AVC, donc une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, des troubles de la parole, on a vu troubles de la vision aussi.
Bah tiens, je vais vous montrer avant de partir sur les symptômes brefs de l'AIT. Ouais, on va les faire, c'est pas très long. Symptômes brefs et transitoires d'AIT, donc d'accident ischémique à considérer comme une urgence, puisque c'est quand même un petit caillot qui est venu boucher, qui est reparti, mais le caillot, il était là quand même. Ou un AIT se traduit par au moins un des 3 signes d'alerte. Donc encore une fois, il suffit d'un seul. Un seul, c'est un signe d'alerte. Un engourdissement du visage. Oui, parce que là, comme le caillou il est passé assez rapidement, ça n'a peut-être pas privé complètement, mais ça a commencé à avoir un effet. Donc c'est un engourdissement plutôt. Un engourdissement ou une perte de force d'un bras. Ça, c'est pareil. On n'est peut-être pas jusqu'à la paralysie parce que, encore une fois, le caillot a fini par repartir, mais ça a eu un impact. La cécité ou un trouble de la vision temporaire d'un œil, des troubles de la parole. En fait, on retrouve dans les grandes lignes ce qu'on avait là, mais la version peut-être plus brève et moins et n'allant pas forcément aussi loin que dans le cas d'un AVC, mais on est sur les mêmes bases. Ces signes disparaissent en quelques minutes. Cela signifie qu'il y a un obstacle à la circulation du sang dans le cerveau. L'urgence et la nécessité d'une prise en charge adaptée sont identiques, car le risque de faire un AVC dans la semaine est élevé. Bah oui, le caillot, il continue de se balader, lui, hein. Il fait sa life, hein. Donc le 15 ou le 112, on rappelle. Hop. En attendant les secours, comment réagir en la présence d'une personne. Que faire? Tiens, je l'avais pas vu celui-là. Tu t'ouvres où? Réagir. Hop. Premier signe. Que faire? Face. Agir au plus vite. Ouais, de toute façon, enfin, pour vérifier la force, tiens, voir cet haltère juste au-dessus de tes orteils. Oui, alors ça, typiquement, c'est à éviter. C'est à éviter, sauf si tu es désireux de mettre tes orteils sous l'haltère, hein, parce que tu fais confiance à la personne, hein. Mais sinon, c'est pas très très gentil, Arcator, hein. Après, voilà, pour un AVC, je sais plus. Enfin, il y a quand même des histoires comme quoi les gens n'ont pas forcément. Ensuite, l'appel au 112, oui, c'est pour un orteil cassé. Ouais. En fait, ce qui est important, c'est surtout d'appeler très très vite le 112. De toute façon, encore une fois, n'ayez jamais peur d'appeler les urgences dans le doute. Normalement, la personne que vous aurez au téléphone est formée à vous poser tout un tas de questions pour vraiment savoir s'il y a une urgence ou pas. Si, si jamais un jour, la personne aux urgences vous dit non, mais c'est pas grave, demain appelez, enfin, c'est pas, on n'est pas dans une urgence. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à prendre un autre avis. Il y a parfois des choses comme ça où on sait au fond de nous que, je sais, enfin voilà, que non, il y a un truc qui cloche. Voilà, s'il faut appeler votre médecin, soit le jour même, soit le lendemain, enfin voilà, faites aussi là-dessus, j'ai envie quand même de dire faites-vous confiance aussi parfois, mais normalement, la personne que vous allez avoir sera capable de vous poser les questions pour orienter le diagnostic vers c'est une urgence, c'est une urgence vitale, moins urgent, enfin voilà, de catégoriser dans l'urgence la prise en charge et les AVC, AIT, les AIT, c'est une urgence aussi parce que ça peut se reproduire dans la semaine, donc faut pas traîner. Mais on va dire comme le caillou est reparti et que c'est revenu, on n'est pas autant dans l'urgence d'un AVC qui, lui, le caillou est toujours là et ça continue de priver une partie du cerveau d'oxygène. J'espère que je suis claire dans mes explications parce que je vais peut-être, je sais pas, dites-moi si je vais trop vite, si vous avez des questions, hésitez vraiment pas. J'essaye d'être claire, mais c'est vrai que parfois, je sais pas, peut-être que je m'emballe. Les gestes utiles avant l'arrivée des secours, donc on check déjà, donc on regarde s'il y a les symptômes qu'on a vus.
on envoie un seul de ces symptômes, on téléphone aux urgences. Avant l'arrivée des secours, aider-la à s'asseoir ou à s'allonger, ça peut être, pas mal effectivement, pour essayer d'éviter que sa tension artérielle monte avec le stress et la position debout. Si la personne a des troubles de la conscience, mettez-la en position latérale de sécurité, la fameuse PLS, donc c'est-à-dire qu'on va mettre la personne, sur le côté pour s'il y a une perte de conscience, heu, il faut pouvoir, il faut faire en sorte que la personne ait les voies respiratoires dégagées et que si jamais il y a des remontées liées à la perte de conscience, ceux-ci puissent sortir. Donc c'est pour ça qu'on va mettre la personne sur le côté avec la bouche légèrement ouverte pour pouvoir laisser sortir, ce qui doit sortir entre guillemets et que l'air puisse continuer à arriver. Parce que si la personne elle est inconsciente, qu'elle est sur le dos et qu'il y a ces fameuses remontées, malheureusement, c'est comme ça qu'arrivent malheureusement des accidents très tristes, notamment dans des soirées un petit peu trop arrosées. La personne est inconsciente, elle est sur le dos, elle a, du coup, son corps, se relâche, il y a une remontée, mais il y a pas tous les contrôles musculaires qui doivent se faire et ce qui remonte, en fait, passe dans le tube de la respiration, on va dire ça comme ça et en fait, vous voyez ce que ça fait quand ça passe pas par le bon trou, ça fait jamais du bien. Là, la personne, elle est inconsciente, donc elle s'en rend pas compte et malheureusement, ça peut finir très mal. Donc position latérale de sécurité. Je vais regarder vite fait si je trouve une photo pour que ce soit bien clair. Parce que c'est vrai que moi, ça me semble évident parce que j'ai fait des formations de premiers secours, mais pour quelqu'un qui en a jamais fait, c'est peut-être pas forcément, évident. Tout, tout, tout. Ouais, voilà, ça. Où est-ce qu'il m'amène? On est sur le SDIS, hein, c'est ça. Hop, on est sur les SDIS des Hautes-Pyrénées. Donc ils expliquent il y a pour bien faire, hein, quand vous voulez bien faire, il y a toute une étape, il y a des étapes. On va ramener son bras à le bras du côté vers lequel on va le tourner à 90. L'autre bras, on va venir caler, le dos de sa main contre sa joue. C'est pas la paume, hein, c'est le dos, c'est plus confort. Après, si vous faites la paume, franchement, l'important c'est que la personne elle soit sur le côté pour que ça puisse sortir. Et le petit truc et astuce à savoir pour pas trop galérer pour faire pivoter, c'est on va replier une des jambes et en fait on va attraper le genou et on va simplement tirer vers soi. Et normalement, même si la personne est beaucoup plus lourde que vous, vous devriez pouvoir la mettre en PLS relativement facilement. Donc la position finale, c'est ça. On n'hésite pas à venir abaisser un petit peu le menton pour vraiment libérer les voies respiratoires. Mais là, vous voyez, dans cette position, hop, ça va pouvoir sortir. Et du coup, la personne pourra continuer à respirer, ne va pas s'étouffer. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je sais pas, enfin, vous aviez certainement entendu parler de cette fameuse position latérale de sécurité. Après, est-ce que vous aviez visualisiez à quoi ça ressemblait. Maintenant, vous savez. N'hésitez pas à vous entraîner avec des amis éventuellement, hein. Franchement, avec les enfants aussi, les gamins potentiellement ça peut les amuser comme ça, mais sous le truc de l'amusement, il y a quand même des choses, normalement, avec la bonne technique, même un gamin peut mettre en PLS un adulte. Heu, Dans la vraie position, parce que mettre en PLS un adulte, je pense que je pense que ça peut arriver. Hem, donc notez l'heure de, j'avais rien oublié, hein, oui, mettre en PLS. Notez l'heure de survenue des premiers signes de l'AVC, ça va permettre d'estimer depuis combien de temps, grâce à l'angle du genou, elle va pivoter. Oui, c'est ça.
C'est le principe du bras de levier. Plus le bras de levier est grand, plus c'est facile de faire tourner. Donc l'heure, important, très, très important, parce qu'en fonction, bah, ça va permettre d'adapter le traitement. Regrouper si possible les ordonnances et les derniers examens de sang réalisés en se disant que ça arrive chez la personne, concernée. Heu, Au moins essayer de si la personne peut quand même communiquer un minimum, de lui demander les traitements qu'elle peut avoir ou les intolérances, ça peut être pas mal à certains médicaments, de façon à, encore une fois, dans la prise en charge, ce soit le plus, efficace possible. Ne faites pas boire ni manger la personne, ça c'est s'il y a chirurgie. Ne lui donnez aucun médicament oral ou en injection, même s'il s'agit d'un traitement habituel. Heu, Par exemple, si, là on parle d'accident ischémique, mais encore une fois, ça peut être aussi un accident, vasculaire cérébral hémorragique, donc avec une hémorragie. Si la personne, elle a pour habitude de prendre des anticoagulants, donc c'est-à-dire, on rappelle, c'est ce qui va empêcher aux plaquettes de venir se coller et donc de réparer, enfin et même de réparer une blessure, une coupure. Et bah, vous imaginez si vous lui donnez un anticoagulant, alors que là, c'est à ce moment-là qu'il y a besoin de coagulation pour justement que l'hémorragie, à l'intérieur de son cerveau s'arrête, forcément, c'est pas tip top. Donc dans le doute, on ne donne rien. On attend que que les médecins interviennent et disent, enfin, mettent en place le traitement. Dites-lui que les secours sont en route afin de calmer et le rassurer. Ça aussi, c'est très important, essayer de temporiser avec le patient, bien lui dire qu'il va être pris en charge, qu'il y a pas de souci. Hem, hop. Alors on lui donne pas les médicaments, mais éventuellement, si vous l'accompagnez aux urgences ou si vous le rejoignez à l'hôpital, pourquoi pas prendre ses médicaments. Enfin voilà, pour au moins dire au médecin, bah, voilà ce qu'il prend ou si jamais, c'est OK, pouvoir lui donner. Mais après bon, en général, à l'hôpital, s'il y a un traitement et que c'est important qu'il l'ait au bon moment, je pense qu'ils le donnent. Bien communiquer avec le médecin régulateur des urgences, donc c'est le médecin que vous allez avoir au téléphone quand vous allez les appeler, parler calmement et clairement. Donc ça, on essaye de se poser. C'est toujours compliqué parce que c'est des moments stressants. Voilà, avec le stress, on peut perdre un petit peu le fil. Essayez de parler le plus calmement possible et surtout d'écouter, même si vous êtes un peu perdu en stress, d'écouter le régulateur, le médecin régulateur, d'écouter ses questions. La première, ça va être donner votre numéro de téléphone parce que forcément, s'il y a quoi que ce soit, qu'il y a une coupure, il faut qu'il puisse vous rappeler. Nom et celui du malade. Indiquez le lieu et l'adresse exacte pour qu'il puisse envoyer une ambulance, ainsi que l'étage et le code d'accès éventuel. Décrivez le plus précisément possible les signes qui vous ont alerté, donc paralysie d'un membre ou soudaine, faiblesse musculaire, trouble de la parole ou de la vision, l'heure de début, le mode d'installation des symptômes et leur évolution et l'état de conscience de la personne. Je vais très vite parce que ça, de toute façon, la personne vous le dira au téléphone. Le plus important, c'est ça, c'est d'essayer de se calmer et le numéro de téléphone. Et ensuite, après, les indications, nom, adresse. Ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur ne vous le demande. Le médecin régulateur peut avoir besoin d'autres renseignements ou peut vous donner des directives, par exemple sur les gestes à pratiquer dans l'attente de l'équipe médicale mobile. Donc voilà. Alors ça, je ne connaissais pas le 114, un numéro d'urgence au service des personnes ayant des difficultés à parler ou à entendre, donc sourds, malentendants, aphasiques ou diphasiques. OK, donc aphasiques, diphasiques, qui peuvent avoir aussi des problèmes, à parler. OK. OK, OK. Il faudrait que je me le note quelque part parce que je le connaissais pas et je trouve ça génial. Bah, c'est bien d'avoir un numéro, accessible à des personnes, potentiellement en situation de handicap.
C'est plutôt cool. Alors, je vous avais parlé de ces fameuses zones du cerveau que je voulais vous montrer. On appelle ça homonculus. Il y en a un sensitif et il y en a un moteur. Donc là, on a une coupe, on a coupé le cerveau, on l'a pris de face et chouc, on a coupé. C'est une coupe frontale. Est-ce que vous voyez, on n'a qu'un seul hémisphère, hein. Il y a qu'un, là, si on prenait de face, je me tourne, on pourrait presque dire que c'est potentiellement l'hémisphère gauche, mais vous mettez en miroir de l'autre côté, hein, puisque un hémisphère gère un côté du corps opposé. Le gauche gère le côté droit, la droite gère le côté gauche. Et au milieu, c'est le centre. Mais on ne va pas parler de politique. Donc là, on n'a qu'un seul hémisphère qui est découpé. Donc une coupe frontale. Et là, on voit avec les différents dessins, donc ça, c'est le sensitif. Les parties les plus grosses sont celles qui sont où il y a la plus grande zone, on va dire, le plus d'importance. Et on voit les yeux, le nez, la bouche, la langue. Je ne sais pas s'il est sur... non. Parce qu'il y a un sensitif et il y a un moteur. Non, là, je ne suis pas sur le bon sensitif. Moteur. Pour le moteur, il y a quand même une corrélation, hein. On voit la jambe, la main. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est quand même grosso modo un peu... voilà, on est quand même les deux se suivent pas mal. Le visage, on voit que c'est un petit peu différent quand même pour le moteur. Il y a un peu plus de place vraiment à toute la face. La langue, et ça, je dirais que c'est tout la tuyauterie après la langue, si je me trompe pas. Parfois, on le représente sous ce genre d'image, de dessin, voire de figurine, hein, en 3 dimensions. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce fameux homonculus. Voilà, je vais peut-être pas rester trop longtemps dessus parce que je suis en train de me rendre compte que y a vraiment toutes les parties du corps et pas beaucoup de vêtements. Mais on voit que, par exemple, la bouche représente une grosse part, les bras représentent une grosse part, et je vous laisserai, je mettrai les liens dans le Discord, mais voilà, chaque partie du corps est grossie en fonction de son importance pour, entre guillemets, pour notre cerveau. Quelle importance il a dans notre fonctionnement. Donc, je trouve ces représentations assez parlantes. Donc, ce qui permet, quand on visualise un petit peu, notamment ces coupes d'un hémisphère cérébral, de visualiser qu'en fonction, par exemple, si vous faites un AVC ici, il y a des chances que vous ayez une atteinte au niveau des pieds, soit moteur, soit sensitive, hein, parce qu'on a vu c'était quand même un peu kiff-kiff, l'homonculus, moteur ou sensitif. Si vous avez une atteinte ici, ce sera plutôt le membre supérieur, la main. Enfin, je ne sais pas si ce dessin-là vous aide un petit peu à visualiser ce dont je vous parlais, vous aurez des symptômes en fonction de la zone touchée, parce que chaque zone correspond à une zone particulière. Après, là, ce découpage, entre guillemets, parfait, hein, c'est pas aussi clean que ça, mais ça donne des indications, et en tout cas, ça permet, comme je vous dis, de visualiser que, en fonction de la partie touchée, les conséquences ne seront pas les mêmes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors attendez, je vais regarder un petit peu par quoi on va continuer. Ce que j'ai mis quand même pas mal de côté autour de l'AVC, parce que tout. Hop, opération, complications, tac. J'ai vu des chiffres, il y avait des chiffres, je sais plus où, mais je crois que c'était sur Amélie. Et je voulais quand même vous donner quelques chiffres. Alors là, j'en ai quelques-uns. Ah, attendez, je bois un petit peu parce que ça fait, ça fait plus de 2h30.
J'ai l'impression que là, ça s'est bien stabilisé depuis tout à l'heure, hein. Je pense qu'il y a eu un passage avec un petit bug, je sais pas si c'était lié, à mon navigateur que j'ouvre jamais d'habitude. C'est, dû à autre chose. J'aimerais bien savoir quand même d'où ça venait parce que si c'était le navigateur que j'ai ouvert et que la lecture, je la fais sur ce navigateur, je sais pas si je peux la faire sur Mozilla, c'est ça qui m'inquiète un peu. Et que ça bug, bah, en fait, je pourrais pas vous le proposer, donc ça m'embête. Ça m'embête. Après, si c'était l'application d'anatomie, ça m'embête aussi. Hem, alors, quelques chiffres concernant les accidents vasculaires cérébraux en France. Donc ça, ce sont les chiffres de 2021. 121 940 personnes ont présenté un AVC aigu, plus d'hommes que de femmes. Parmi les prises en charge, pour un AVC aigu, certains présentaient une ou plusieurs autres maladies cardiaques ou facteurs du risque cardiovasculaire. Et oui, malheureusement, en général, un AVC, il y a des facteurs de risque, hem, voilà, on a vu quand on parlait du diabète que il y avait des complications possibles, du coup, il fallait une surveillance. En plus, il y avait potentiellement d'autres choses qui pouvaient toucher ou enfin, il y avait pas mal de choses qui c'était multifactoriel, mais il y avait des facteurs, voilà, on va dire, à prendre en compte. Je suis quand même surpris de voir l'importance des mains, des pieds, de la langue pour le cerveau. Bah, quand tu y réfléchis, au final, pas tant que ça. Les mains, par exemple, la main, c'est ton premier contact avec un objet. En plus de ça, on a une préhension très fine, donc besoin de maîtriser, tous les muscles, hein, parce que c'est ce qui est un peu notre spécificité, c'est qu'on a enfin une de nos spécificités, mais qui est pas unique non plus, c'est notre capacité de préhension et notamment de manipulation fine. Donc entre le toucher qui est hyper important et donc ça c'est sensitif et la capacité motrice à maîtriser cet outil, ça paraît logique. La langue, bah, tout ce qui est alimentation, hem, on a, alors aujourd'hui, on n'a plus besoin je sais pas, de faire des tests, voilà, on sait ce qui est comestible ou pas, heu, mais pareil, les aliments, il y a un côté, d'ailleurs dans le développement de l'enfant, je crois que c'est Freud qui parlait de ça ou je sais plus, c'est un stade en psychologie ou je sais pas quoi, alors ça vaut ce que ça vaut, mais il y a ce qu'on appelle il y a ce stade où on va tout mettre dans la bouche pour expérimenter le monde avec sa bouche parce qu'on a les goûts dans la bouche et c'est pareil, la langue, c'est un muscle, donc ça a besoin du coup, de sensations par rapport au goût, au toucher des aliments aussi et par rapport à la motricité parce que, ouais, cette langue va placer la nourriture dans la bouche. Je crois que je sais même pas si c'est pas le muscle qui fonctionne le plus dans le corps humain et du coup, elle va venir caler la nourriture, d'un côté ou de l'autre en fonction de comment vous mâchez, de la consistance de la nourriture et c'est aussi ça qui permet d'éviter ce qu'on appelle les fausses routes, que, niveau musculaire, tout ça soit bien coordonné et fonctionne bien, qu'on puisse, mâcher correctement. Donc en fait, tout ça s'explique, cette importance s'explique. Les pieds, c'est pareil, on marche sur nos pieds, on a besoin de sentir le sol pour appréhender, bah, la façon et dont on va poser le pied et dont ça va réagir au-dessus. Mais la première prise d'information avec le sol, ça reste les pieds. Donc en fait, en y réfléchissant, il y a une logique derrière pour que ça prenne beaucoup d'espace. Parce que voilà, parce que ce sont des éléments hyper importants dans notre, contact avec le monde et comment on va utiliser et se mouvoir, dans le monde et comment on va le ressentir aussi. Donc j'espère que ça a répondu à ta surprise, Colibrigan.
Mais voilà, ça c'est enfin, en tout cas, c'est une partie d'explication. Est-ce que c'est toute l'explication? Est-ce que c'est 100 la bonne explication? Je sais pas, mais ça, il y a une certaine forme de logique. En général, le corps et tout ça, c'est enfin, c'est bien foutu. Oui et non, pas forcément. Il y a quand même des choses peut-être qui bug un peu, mais voilà, c'est plutôt bien pensé, quoi. Parce que c'est vrai que donner énormément d'importance à ton genou, par exemple, bon, est-ce que tu expérimentes le monde avec ton genou? Bon, après, ceux qui auront la référence à Ali McBeal, voilà, il y a des gens qui ont une sensibilité du genou particulière, mais il n'empêche, oui, ça y a répondu et je te remercie. OK, super. Mais donc voilà, voilà, voilà. Donc dans les risques, dans les facteurs enfin dans ce qui présentait un ou plus les patients présentaient un ou plusieurs, autres maladies cardiaques ou facteurs du risque cardiovasculaire, donc 34 des troubles du rythme cardiaque, 23 le diabète, donc rien que ces 2 là, c'est 57 17 une maladie coronaire chronique, 8 artériopathie des membres inférieurs, donc des problèmes, artériels au niveau des membres inférieurs et 8 une maladie des valves cardiaques. Hem, alors, ce qui a tendance à m'étonner, parce que moi j'avais enfin bref, je sais pas comment je vais retomber un peu sur mes pattes. Alors tout ça fait pas tout à fait 100 parce que je suppose qu'il y a peut-être une partie qui est pas expliquée, une autre partie enfin où il y avait pas il y en avait peut-être une partie où il y avait pas de maladie, particulière à côté, où c'était les pourcentages étaient tellement faibles, c'était tellement rare que c'était pas mis. Mais voilà. Après, là-dedans, ce que je suis étonnée, en fait, c'est que les les comment les, que ce soit classé troubles du rythme cardiaque, diabète, parce que pour moi, il y a quand même un rapport avec tout ce qui est athérome. Athérome, ce sont des petites plaques qui vont venir se former dans la circulation sanguine, dans les vaisseaux sanguins. Et justement, ces athéromes peuvent se transformer en athérosclérose et peuvent soit finir par créer, enfin diminuer de façon drastique le diamètre du vaisseau à force que la plaque s'épaississe, hein. Du coup, le vaisseau, il était comme ça, il finit tout fin. Je ne sais pas si c'était très clair, mais en gros, le diamètre va diminuer parce que l'athérome va prendre plein de place. En plus que le vaisseau va perdre en élasticité. Donc ça peut créer des gros troubles de la circulation. Et autre possibilité, c'est que votre athérome, c'est une plaque, mais qui peut se décrocher. Et ça aussi, ça va créer des caillots. Et si vous avez une plaque d'athérome qui part, eh ben, c'est un caillot dans la circulation sanguine et qui va atterrir, on ne sait pas où. Et ça peut créer notamment des AVC ou d'autres problèmes de cet ordre-là. Parce qu'un caillot, là, on parle d'AVC, mais un caillot peut se loger au niveau, un peu de n'importe où, en fait, dans toute la circulation sanguine, à partir du moment où le diamètre, du vaisseau ne peut pas dans lequel il passerait pas, quoi. Donc, donc là, comme ça, je vois pas le lien direct, par exemple, avec trouble du rythme cardiaque, même si je me doute que trouble du rythme cardiaque, il y a peut-être aussi, enfin, c'est pareil, ça, c'est des pathologies où vous avez des facteurs aussi qu'il faudrait aller voir en plus. Genre le diabète, on a vu qu'il y a le diabète de type 2, de type 1, que les facteurs de risque pour présenter un diabète, notamment de type 2, sont, par exemple, le surpoids, mais pas que. Le diabète de type 1, bon, c'est dès l'enfance, c'est là où je trouve que
maladie coronaire chronique, ça peut être aussi un autre trouble qui va toucher plus particulièrement les vaisseaux du cœur qui sont peut-être plus sensibles chez cette personne. Hop, en 2021, 849 300 personnes ont été suivies pour des séquelles d'AVC. Là encore, plus d'hommes que de femmes. L'AVC est la première cause de mortalité chez les femmes avant le cancer du sein et la troisième chez l'homme. Il est la première cause de handicap acquis de l'adulte et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Donc on voit que l'AVC, c'est quand même, pas quelque chose qui, voilà, enfin, première cause de mortalité chez la femme avant le cancer et la troisième chez l'homme. On est quand même sur le podium malheureusement, quoi. Facteurs de risque d'AVC. Certains facteurs de risque d'accident vasculaire peuvent être prévenus, d'autres non. Facteurs de risque d'AVC sur lesquels vous ne pouvez pas agir, malheureusement. L'âge, bah oui, non, ça, on aimerait bien ne pas vieillir. Merci, merci Amélie.fr, mais oui, non, effectivement, on aimerait bien pas vieillir, mais il se trouve que ça paraît inéluctable. Le risque d'AVC augmente avec l'âge, après 50 ans chez l'homme et après 60 ans chez la femme. Pour une fois, on a un truc un peu plus cool. Les antécédents familiaux d'accident vasculaire cérébral ou de maladies cardiovasculaires, le risque augmente si, dans votre famille, un parent proche a présenté un AVC avant 45 ans, votre père ou votre frère, une maladie cardiovasculaire, on a vu que c'était en top des... Là, hein, c'était en top. Avant 55 ans, votre mère, votre soeur, maladie cardiovasculaire. Ok. Les facteurs de risque sur lesquels vous pouvez agir, parce que mine de rien, c'est quand même ceux-là qui sont les plus intéressants, puisqu'on peut agir normalement. Apprenez à identifier les facteurs de risque cardiovasculaire en cause des survenus pour ne pas les sous-estimer. Le diabète, super, on le retrouve partout celui-là. On parle de diabète lorsque la glycémie, bon ça on a vu, le taux de glucose est supérieur à 1,26 g par litre à jeun lors de 2 mesures. Si vous souffrez d'un diabète mal contrôlé, l'excès de glucose dans votre sang peut endommager les parois de vos artères. Et ça, forcément, ça va fragiliser. Enfin, on a vu l'artérite, donc qui est une inflammation des artères, va rétrécir le diamètre de celle-ci. Donc, on peut se dire, le diamètre rétréci, si vous avez un petit caillot qui passe par là, il va d'autant plus facilement se boucher. Alors, je vais dire, entre guillemets, si vous bouchez un gros vaisseau plutôt qu'un petit, le problème, donc c'est-à-dire là, artérite, vous aviez un gros vaisseau, mais dont le diamètre a rétréci, c'est devenu, entre guillemets, un petit. Ce gros vaisseau, qui était à la base un gros vaisseau, forcément, plus il est gros, plus il allait irriguer une grosse quantité, enfin beaucoup de surface, on va dire, de cerveau. Si vous rétrécissez alors que les petits, je vais finir, les petits, forcément, s'occupent de moins de place, on va dire, enfin de moins de parties, puisque eux, ils sont vraiment là en bout de course. Hein. C'est comme un arbre, hein, le tronc principal, il supporte l'ensemble de l'arbre, alors que plus vous allez vers les feuilles, hein, de branche en branche, moins vous avez de ramifications et du coup, vous arrivez en fin de course à une seule feuille. Donc là, si vous avez un diamètre plus petit à un endroit qui était normalement gros et que du coup, ce diamètre-là, maintenant, il est entre guillemets bouchable par un caillot alors qu'avant il n'était pas forcément, les conséquences peuvent être du coup beaucoup plus graves que s'il n'y avait pas ce problème-là. Bon, après, je suppose qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais j'imagine que ça participe au problème. L'hypertension artérielle,
On part d'hypertension artérielle. La pression artérielle systolique est supérieure à 140. Alors là, je ne sais pas comment ça se prononce, je n'ai pas le terme. Et la pression diastolique supérieure à 90. Systolique, c'est à la contraction diastolique, à la contraction du cœur, pardon. Et diastolique, c'est au contraire pendant le relâchement. Fibrillation auriculaire. Donc ça, c'est les oreillettes, donc cavités cardiaques qui reçoivent le sang veineux provenant du corps et des poumons et le propulse dans les auricules, dans les ventricules. Parce que chaque moitié de votre cœur, vous pouvez le diviser en deux. Une partie enfin voilà, il y a une partie qui va recevoir le sang et l'autre qui va la propulser. Je ne sais pas si, parce que là, c'est un peu loin là tout de suite. Mais vous avez ces deux parties-là. Et chaque moitié est divisée en deux compartiments, l'oreillette et le ventricule. Donc, vous pouvez avoir un souci au niveau auriculaire, donc au niveau de l'oreillette, enfin des oreillettes, parce que du coup, vu que c'est deux moitiés, il y en a une de chaque côté qui battent très vite. C'est un trouble cardiaque qui est possible de traiter. Le tabagisme, forcément, le tabac, c'est jamais très très bon et c'est pas très bon non plus pour les AVC. Mais ça, pareil, on s'en doutait un peu. Ça favorise le rétrécissement des artères, et la formation de caillots et l'apparition de troubles du rythme cardiaque. Le tabagisme multiplie par 2 le risque d'AVC. Alors après, ce qui est chouette, alors attention, ce que je m'apprête à dire est ironique. Ce qui est chouette, c'est qu'en plus, si vous avez plusieurs choses, ce facteur multiplicateur, bah tout ça, alors ça s'additionne pas, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais forcément, voilà, c'est pas vous prenez celui, je sais pas, on va dire le tabagisme, c'est par 2, donc c'est le pire. C'est pas celui-là qu'il faut retenir. Non, non, ça se cumule, sinon c'est pas drôle. Voilà. Mais encore une fois, hein, souvent c'est multifactoriel comme on dit, mais bon, voilà. Taux élevé de cholestérol. On distingue le mauvais cholestérol, le LDL, du bon cholestérol, HDL. Si vous mangez trop gras et que vous souffrez d'obésité ou si vous ne pratiquez pas d'activité physique, le mauvais cholestérol augmente et s'accumule sur les parois de vos artères sous forme de dépôts graisseux. Avec le temps, ces dépôts peuvent ralentir et bloquer la circulation du sang. C'est l'athérosclérose. Et alors ça, c'est les athéromes. L'athérome, c'est la plaque que ça va faire. Je ne sais pas si vous visualisez bien. C'est surtout les photos là qui m'intéressent. Donc là, c'est un vaisseau sanguin qu'on a, enfin un vaisseau même artériel, donc qui va apporter le sang aux organes, qu'on a coupé au milieu. Là, on voit la paroi du vaisseau. Donc là, interne et là, externe. Donc là, il n'y a pas de dépôt, tout va bien. Vaisseau avec dépôt, plaque athéroscléreuse. Ça, on dit athéroscléreuse parce que la plaque d'athérome va finir en fait par créer une perte d'élasticité aussi et par abîmer la paroi du vaisseau. Donc, c'est pas bon du tout. Donc, on voit qu'en général, ça va s'agglutiner, mais en bas et en haut, enfin sur toute l'épaisseur tout le diamètre du vaisseau. Et que ça peut faire des très grosses des très grosses plaques jusqu'à rétrécir le diamètre du vaisseau. Donc c'est pas anodin. Qu'est-ce que l'athérosclérose? L'athérosclérose ou artériosclérose correspond à un dépôt de graisse formant une plaque d'athérome qui rétrécit le passage du sang. Alors pour moi, c'était aussi, ça pouvait aussi potentiellement se décrocher et partir, mais c'est plus les plaques d'athérome peut-être pur et dur. Il parle tout de suite d'athérosclérose. Alors ça, c'est un article de l'INSERM qui parle d'athérosclérose, donc ce dont on vient de parler.
Donc en fait, c'est oui, se caractérise par le dépôt d'une plaque essentiellement composée de lipides. C'est pour ça que tout ce qui va être dyslipidémie, donc cholestérol, heu et ben, voilà, on va avoir tendance du coup à favoriser, les possibles, problèmes d'athérosclérose. Donc les plaques peuvent entraîner lésion de la paroi artérielle, sclérose, conduire à l'obstruction du vaisseau ou encore se rompre. C'est bien ce qui me semblait. Avec des conséquences souvent dramatiques puisque bah, c'est un caillot qui est parti dans la circulation d'un coup et qui va aller boucher ce qui va se présenter sur son passage, quoi. La recherche est extrêmement orientée vers la compréhension du mécanisme conduisant à la fragilisation d'une plaque et sa rupture. Oui, parce que autant voir qu'il y a un problème, gérer un rétrécissement du diamètre à cause d'une plaque d'athérome, enfin voilà, d'athérosclérose, on sait faire. Par contre, la rupture de cette plaque et le fait qu'elle part dans la circulation, ça, on sait pas vraiment comment ça se passe. Et est-ce qu'on peut le prévenir? Est-ce qu'on peut, et du coup, bah, ça, on aimerait bien parce qu'effectivement, les conséquences, bah, ça peut être un AVC ou autre chose. Ça va venir, boucher un endroit, qu'il faut pas, quoi. Enfin, il y a pas bah, il y a, voilà. Ça va, boucher un endroit, enfin, un vaisseau qui lui, apportait de l'oxygène et ce qu'il faut, à une partie du corps, quoi. Alors nous sommes tous porteurs de plaques d'athérome. Ça ne veut pas dire que c'est grave. Mais voilà, rupture de plaques d'athérome à l'origine de 80% des morts subites, malheureusement. L'angioplastie coronaire, un traitement très efficace en cas de maladie évoluée. Tout ça, je vous le mettrai dans le Discord. Voilà, il y a en fonction de là où ça va toucher, où il y a un athérome ou une athérosclérose, il y aura des symptômes qui vont avec. Il y a un risque qui va avec, hein, comme l'AIT ou l'accident vasculaire, là, au niveau de la carotide. Paraît logique qu'on est très très proche du cerveau et ça peut popper. Hop. Donc là, ils me mettent tous les symptômes cliniques, etc. Enfin, je vous laisserai aller regarder. Euh, J'étais sur. Hop. Taux élevé de cholestérol. Donc ça, on l'a vu. Pas d'activité, l'obésité, le surpoids, donc en fonction de l'IMC. Donc on parle de surpoids comme l'IMC est supérieur à 25 et d'obésité, c'est le supérieur à 30. Encore une fois, ça reste un. L'IMC, c'est un indicateur, donc indice de masse corporelle, mais c'est un indicateur. Il faut voir les choses un peu plus dans leur ensemble, notamment en essayant de voir aussi l'activité physique pour être un peu plus juste dans l'état de santé du patient. L'IMC, c'est le point sur la taille au carré. Présence de graisse au niveau abdominal, facteur de risque. C'est le cas, tour dépasse. Mesure, oui, ok. Là, il vous propose de le calculer pour vous. Donc ça, ok, ok. Sédentarité et manque d'activité. On retrouve quand même pas mal de choses, cholestérol, diabète, surpoids, tabagisme. Enfin, on sait qu'il y a des choses, bah, c'est pas bon pour la santé, quoi, en gros, hein. Il y a pas, voilà, il y a pas, ça paraît assez,